provoquer, on va dire, les consciences, de dire par exemple en conférence que le smicard français vit aujourd'hui comme un abat. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? France. Le smicard français vit comme un abat. Jean-Marc Jancovici, en termes énergétiques. Ouais. Ah oui, en termes énergétiques. Oui, c'est important à préciser. Voilà, merci, oui, parce que je ne comprenais plus. Sinon, on était fâchés. Ah oui, je comprenais plus. Merci. Écoutez, Jean-Marc Jancovici, on se connaît assez bien et j'ai fait une grande enquête dans Reporter où j'ai un peu démonté le système de pensée Jancovici. Pour répondre rapidement, qu'est-ce qui fait qu'ils ne parviennent pas à conjuguer les inégalités et l'écologie, ou fondamentalement l'inégalité à la démocratie? Je pense que y a une histoire personnelle des gens et que cet homme qui est brillant et qui sur plein de côtés a beaucoup de bons côtés. Hein. C'est un bon vulgarisateur, il dit des choses, enfin voilà, je ne vais pas dire du mal. Mais donc, l'analyser dans son parcours intellectuel, tel que je comprends, il a biberonné à Polytechnique, école d'élite. Toute sa compréhension de l'écologie qui est venue assez tardivement, au début des années 2000, pour faire simple, dans les années 90, à la fin des années 90, il l'a fait dans une logique de polytechnicien, d'expert. Il a toujours eu une approche technique. Et avec beaucoup de confiance intellectuelle, voire parfois de suffisance. Et donc, quand vous pensez la technique, vous ne pensez pas le social. Vous ne pensez pas le politique. Et donc, il a une culture technique réelle, une culture scientifique, même si il dit qu'il ne fait pas de la science, il n'est pas scientifique. Mais il a une culture politique, on va dire médiocre, et un intérêt pour la chose sociale. Voilà. Donc, par exemple, pour lui, parler d'inégalité, c'était... en gros, voilà, c'était le marxiste. Moi, je l'ai croisé une fois, j'étais assez étonné, parce que... Ah oui, mais vous êtes marxiste. Non, je ne suis pas marxiste. C'est pas mal d'être marxiste, mais c'est pas mon approche, et c'est pas parce que je dis que les inégalités sont un problème que... Donc pour lui, vous voyez, il y avait le blanc et le noir, ça résonne comme ça. Donc c'est le problème, c'est que, et de ce point de vue, il n'y arrive pas, parce que intellectuellement, culturellement, sociologiquement, culturellement, il s'est mis dans un système de pensée qui fait qu'on évacue la question de l'inégalité. Et après, quand dans son schéma intellectuel, il est parti sur une équation énergie, l'énergie décide de tout, voilà, il est sur un rail et il est sur le rail Paris je sais pas quoi, et Paris-Limoges, donc il ne peut pas aller voir ce qui se passe à Clermont-Ferrand ou à Romorantin ou à Saint-Dié, mais peut-être que ça se passe autrement. Enfin, je ne sais pas ce que vaut cette métaphore, mais donc voilà, c'est comme ça que j'interprète. Après, il est en plus, et après l'autre question c'est pourquoi il a du succès. Il a aussi du succès dans un certain cercle, dans un certain système de pouvoir, toujours le même, polytechnicien, école des mines, aussi parce qu'il défend le nucléaire. Et donc le système politique et l'élite française est arc-boutée sur le nucléaire, dont elle a fait un des pivots de sa vision du monde. Et donc, il a aussi présenté à son corps défendant, ça je lui reconnais volontiers, parce qu'il a des discours assez radicaux sur la décroissance, etc. Mais c'est pas ça qui est entendu. Ce qui est entendu, c'est son alerte sur le changement climatique. Et il faut du nucléaire. Donc voilà, pourquoi il ne peut pas conjuguer aussi l'écologie et la démocratie, parce que pour lui, la démocratie se résout à... il a lu un livre de politique dans sa vie, Tocqueville, vraiment, hein, je passais 2 mois à décrypter le personnage, donc voilà, peut-être qu'il en a lu d'autres, mais... et pour lui, la démocratie, c'est la représentation, donc l'élection. Donc il se pose à peine la question de vous êtes élu, vous êtes... Et donc, comme les élus, alors il a un discours assez ambigu, mais assez méprisant en fait. L'élu voit à court terme et l'expert voit à long terme. Donc il faut confier aux experts. Et en fait, c'est une pensée typiquement antidémocratique, très traditionnelle, très
C'est-à-dire que c'est traditionnel que des gens vous disent les experts voient mieux, alors que en fait, des élus peuvent voir loin. On a beaucoup d'exemples dans l'existence de gens qui voyaient loin et qui sont passés par le système représentatif. On peut penser à Churchill, vous voyez, en Angleterre, ou Roosevelt, c'est des gens qui avaient une vision lointaine, quoi. C'était pas des experts, ils ont au contraire contrebattu les experts, en s'imposant aux experts, et en s'appuyant sur une vraie souveraineté populaire. Donc de ce point de vue-là, Jean Covici ne fait pas confiance il fait pas confiance au peuple. Donc il ne peut pas faire confiance à la démocratie, parce que la démocratie, fondamentalement, c'est dire le peuple réuni en assemblée, quel que soit précisément son niveau d'expertise, va, par la délibération collective, prendre une décision qui sera pertinente. Et le principe de la démocratie, c'est que le sens commun, c'est justement pas l'expert. Et pour comprendre un problème global, et que tout le monde y soit pleinement associé, il faut passer par le sens commun, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'expertise, mais ce n'est pas les experts qui savent. Les experts savent un bout, ils l'expriment, après on s'en saisit, on met la connaissance en commun, et puis on gamberge parce que, par exemple, la question énergétique ou la question des éoliennes, c'est pas seulement le paramètre technique ou le paramètre CO2. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Et c'est là, voilà, en résumé, ce qu'on peut dire de Jean Covici, de manière courtoise et respectueuse à l'égard de cet homme. Voilà. Je voudrais savoir ce que vous pensez du rôle de l'enseignement par rapport à tout ça. Est-ce que l'enseignement à l'heure actuelle verrouille les esprits ou est-ce qu'il donne une ouverture? Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être un endroit, mais c'est pareil, je ne sais pas moi de qui dépend l'enseignement avec un grand E. Est-ce que ce serait un endroit où on pourrait créer ce genre d'assemblée qui permettent de discuter, de recréer de la démocratie vraiment? En deux mots, la réponse rapide est oui. La réponse un peu plus élaborée. Alors à la fois avec une prudence et qu'il ne faut pas, peut-être pas trop mettre sur le dos de cette malheureuse éducation nationale, avec ces instituteurs, professeurs des collèges et professeurs qui sont soumis à tellement d'injonctions d'une société qui va de plus en plus mal et qui essaye de se sauver en disant il faut tout mettre dans l'éducation nationale et dans l'instruction. Mais au bout d'un moment, c'est comme quand on fait la valise pour partir en vacances. Ah oui, mais il faudrait peut-être un polo de plus, mais n'oublie pas le tuba. Et puis quand même, on pourrait prendre le livre de... Et puis la chemise. Et puis au bout d'un moment, on n'arrive pas à fermer la valise. Enfin, vous voyez. Donc, bon. Donc fondamentalement, la deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que... Enfin, moi, je ne suis pas expert, mais je vois de loin... Enfin, les quelques amis enseignants que j'ai, ils ne sont pas du tout contents de la politique de Blanquer, de M. Blanquer, Jean-Michel Blanquer, depuis quelques années. Donc, il y a un gros malaise, en fait, dans l'éducation nationale. Et j'ai l'impression qu'elle est orientée, mais là, je ne devrais pas parler, je ne suis pas assez connaissance, mais d'après les échos que j'ai de mes amis professeurs, c'est pas orienté dans un esprit vraiment d'épanouissement. Moi, je sens beaucoup d'injonctions, beaucoup de contraintes, l'évolution du Parcoursup qui a été quand même très, 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 très bizarre, la poussée à la numérisation. Enfin voilà, on n'est pas dans un stade de confiance. Et sachant aussi que... Mais bon, peut-être qu'aussi les classes sont trop nombreuses. Enfin, je ne veux pas trop parler d'éducation nationale parce que je ne suis pas expert. Mais voilà, on sent un gros malaise, mais je dirais qu'une partie du malaise, il y a sans doute une question politique, mais aussi que la société va mal et qu'on veut trop mettre de choses dans l'éducation nationale. Mais fondamentalement, c'est un rôle extrêmement important. C'est clair que l'éducation est cruciale, et notamment sur les questions d'écologie. Moi, je pense que ça devrait vraiment être... Enfin, moi, quand j'étais tout petit, il y a très très longtemps, il y avait une leçon de choses. Dès le CM2, à l'époque, c'était merveilleux. Enfin, moi, j'en ai encore des souvenirs. C'était super bien fait. Et ça m'a sans doute inspiré. Je ne sais pas si ça existe encore, ces leçons de choses. Et j'étais enfant des villes, donc le professeur nous emmenait même dans le jardin local pour montrer les marrons, le cycle de l'arbre, enfin tout ça.
Donc oui, c'est absolument essentiel. On parlait de sobriété, effectivement, la question que posait monsieur, est-ce que ça ne devrait pas passer par l'éducation nationale? Sans doute aussi, enfin par l'instruction publique ou je ne sais pas, par l'école. Oui, mais là, qu'est-ce qui fait que dans la politique, la conception politique de ceux qui nous dirigent, ils intègrent ou pas l'écologie? En fait, l'écologie est toujours à la portion congrue, quoi, surtout l'enseignement. Et sciences économiques, pour prendre un autre exemple, j'ai discuté l'autre jour avec une professeure de sciences économiques, elle me dit, mais les programmes qu'on a, c'est vraiment c'est l'entreprise. Alors ok, l'entreprise, ça fait l'économie, mais ça n'est pas toute l'économie, pour ne prendre que ces exemples. Mais grosso modo, elle peut, enfin, bien sûr, elle doit contribuer à l'ouverture des esprits, ça en est un outil formidable. En plus, ça nous a tellement marqué en France avec ces instituteurs de la République, les hussards noirs, enfin, qui ont vraiment... c'est peut-être notre mythologie nationale, comme on dit, mais c'est tellement important, l'éducation. Et là, en plus, on sent qu'il y a moi, je sens de loin qu'il y a une différenciation entre l'éducation privée, un peu pour la bourgeoisie, etc., et puis le tout venant. Et ça, on perd aussi cette exigence que... non, il faudrait la même école pour tout le monde. Et dans l'enseignement supérieur, qui est aussi l'enseignement, et ça Piketty le dit très bien, hein, on citait Piketty avec monsieur tout à l'heure, Thomas Piketty, il insiste beaucoup là-dessus, sur l'enseignement supérieur et le fait qu'en France, on donne beaucoup moins collectivement d'argent à l'éducation supérieure que... Donc comment des jeunes, ils sortent du bac, ils ont 18, Covid mis à part, ils se retrouvent dans des universités bondées, après avoir passé un processus absurde, enfin très compliqué de Parcoursup, et puis ils vont être à 70 ou dans un TD, alors que les grandes écoles, là, il y aura... Peut-être une dernière question, parce qu'après, moi, mes neurones, c'est ce que j'allais dans le point de saturation. J'en ai une dernière, mais si Moi, je la laisse au juste public. c'est vite fait. Vous dites que ce sont les riches qui détruisent la planète. Voilà, qui détruisent la planète. Mais par exemple, si on prend une société comme Amazon, ce sont nous particuliers qui enrichissons cette société. Pourquoi donc une société qui détruit, qui ne respecte pas l'environnement, qui ne respecte pas les droits des travailleurs, etc. Pourquoi tout le monde achète chez Amazon? Moi personnellement, je boycotte. Pourquoi il n'y a jamais eu une... Non, pas tout le monde, mais il y a énormément de gens. Succès, ça c'est Pas tout le monde. Hein? Vous avez raison. Oui, voilà. Pourquoi, voilà, pourquoi il n'y a pas un sentiment de boycotter, par exemple, et ça serait un début, de boycotter une société comme ça. Déjà, ils ne peuvent pas s'implanter partout. À chaque fois, il y a des... Oui, il y a des... D'abord, elle a été très soutenue. D'abord, il y avait quand même une... il n'est pas idiot, M. Bezos. Il a vraiment trouvé un truc qui est... voilà. Après, dans le système consommatoire, hyper-consommation américain, ça a pris une ampleur énorme. Mais après, quand ça vient en France, c'est aussi beaucoup soutenu, il faut le dire aussi, par l'État. Monsieur Macron a été, encore lui, désolé, mais a inauguré des bases à... On peut ne pas acheter aussi. On peut quand même ne pas acheter. Pardon ? On peut ne pas acheter. Oui, mais déjà... Mais au départ, il n'était pas là. Et si on n'avait pas aidé à s'implanter? Je crois qu'il y a une société française, mais il ne faut pas non plus toujours rejeter ces dispenses d'impôts et tout. On a tous une domaine à toute échelle. Oui, qui est moins connu. Il promet des emplois, n'oublie pas. Et voilà, il promet des emplois, c'est soutenu par... quand même, c'est très soutenu. Il n'y avait pas que M. Macron, je me rappelle que M. Montebourg, me semble-t-il, avait dans son département aussi beaucoup soutenu, ou un autre, l'implantation d'Amazon. L'évasion fiscale, il la paye pas. Parce que la société Amazon, donc comme il n'y a pas de lutte contre l'évasion fiscale, ils ont des moyens, y compris de nous convaincre par la publicité, en abaissant les prix, en cassant tout le petit commerce, etc. Donc vous voyez, une fois de plus, le consommateur ou la consommatrice n'est pas le seul agent, parce qu'on est, très influencé par ça. Après, comment est-ce qu'on peut... on fait comme voilà, éviter de commander. Mais comment organiser un boycott, ça je ne sais pas. Mais il y a des luttes en revanche. Nous on avait fait dans Reporter, j'étais très surpris, ça a pris comme une traînée de poudre il y a 2 ans, on a fait une grande enquête sur Amazon, et puis il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont bagarrés avec les Amis de la Terre notamment, et on parlait de victoire tout à l'heure, dans la Loire-Atlantique, ça fait 2 fois
ils ont dû abandonner un projet. Et là, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ils ont abandonné un projet dans le Gard. Donc vous voyez, il y a aussi cette dimension-là. Après, comment changer les modes de consommation des gens? On revient un peu à la question sur la sobriété. Là, c'est très compliqué, parce que... Oui, mais je veux dire, bon, chacun a sa part de responsabilité quand Absolument, même. absolument. C'est pas... Du coup, je suis désolé, mais on va devoir arrêter parce que le temps passe. Et puis, on va laisser se reposer Hervé Kempf. Un grand merci pour votre présence. Voilà. J'en profite pour vous dire du coup qu'il y a le petit kiosque derrière avec tous les ouvrages qui sont disponibles à la médiathèque sur ce sujet-là que vous pouvez emprunter. Que derrière vous, auprès du chez Boris, le petit coin chez Boris, il y a ma collègue Rita qui vend le dernier ouvrage d'Hervé Kempf et également Comment les riches détruisent la planète. Voilà. Et j'annonce le prochain rendez-vous société qui aura lieu le 18 mars, si tout va bien, avec Mathilde Larère. Donc c'est une historienne du 19e siècle, spécialisée dans les révoltes du 19e siècle et du 20e siècle, et qui interviendra sur les luttes des droits des femmes.